Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos 3 éditorialistes, Lucien Pambou, Nadia Lamarbi et Gratien Roukindikiza. Place au dossier du jour. L'externalisation en pleine expansion en Afrique. Les téléservices ont connu une progression annuelle de plus de 9,5% en l'espace de 6 ans entre 2004 et 2010. Pour bénéficier de cette opportunité, les pays d'Afrique de l'Ouest sont octroyés une place sur le marché mondial. Un reportage de Djibril Fofana et Chérelio Watawema, nos correspondants au Sénégal et au Bénin. Commentaire de Kamitoba. Outsourcing ou externalisation, les prestations de sous-traitance connaissent un essor sur le continent africain. Même si la marge de progression est encore faible, comparée aux pays asiatiques, les téléservices s'installent. Avec une progression annuelle de 9,5%, ce secteur est une aubaine pour les pays africains. Le Bénin, par exemple, s'est investi dans les centres d'appel. Il en existe 3, 2 à capitaux étrangers et 1 détenu par des nationaux. Conscient de ce potentiel, le gouvernement a élaboré et adopté en 2008 un document de stratégie nationale de développement des TIC intitulé « Déclaration de politique sectorielle ». Objectif : définir un cadre juridique permettant aux centres d'appel d'évoluer dans un environnement propice à leur développement. De nouvelles facilités dont a bénéficié entre autres le groupe Mediacontact. Moi, en 2005, je me suis dit, il faut venir apporter cette expertise-là au Bénin. Mediacontact, aujourd'hui, au vu de la qualité de ses prestations, est positionné comme le meilleur prestataire panafricain au travers de plusieurs prix que nous avons obtenus. Défini comme ensemble des services que l'on peut offrir à distance, ce marché en Afrique s'évalue autour de 200 milliards de dollars. La mission première de ces centres réside dans des campagnes dites d'émission et de réception d'appels dans le but d'assurer la conquête et la fidélisation de la clientèle des entreprises. Malgré la petite taille du secteur, les pouvoirs publics croient qu'il constitue un secteur à fort potentiel de croissance et générateur d'emplois, particulièrement chez les jeunes qui trouvent difficilement un emploi après leurs études. Un vivier bon marché pour les précurseurs de ces prestations sur le continent. Dans le profil recherché, nous mettons l'accent sur l'élocution, sur la capacité relationnelle, sur le sens du contact, sur la capacité à vite s'adapter pour pouvoir intégrer le métier et sur la capacité à reformuler parce que le client qui lance sa demande a besoin de savoir qu'on l'écoute, a besoin d'avoir une satisfaction à la demande qu'il a posée. Si aux yeux des autorités, les centres d'appel constituent un potentiel pour l'économie des services, ils sont aussi un véritable rempart, une aubaine pour les jeunes sortis d'école et sans emploi. Ici, on se frotte au monde du travail, on acquiert de l'expérience en maniant l'outil informatique, l'aisance téléphonique et surtout le développement de la relation client. On tombe sur des abonnés de différentes humeurs, donc le défi de tous les jours, c'est quand même d'être très attentif, de prendre la peine d'être calme, parce que c'est ce qu'on apprend surtout en émission d'appel, le fait de vraiment être calme, attentif, et comprendre les réels besoins de l'abonné. Tout au début, cela n'a pas été facile de m'adapter parce que c'est un travail d'équipe. Tout juste après, le travail qui se fait au quotidien ici, c'est l'atteinte des objectifs. C'est un travail, c'est un peu stressant. Un maillon important de la chaîne de développement du outsourcing ou du téléservice, c'est l'audit. Une étape importante qui consiste en l'étude de faisabilité d'un projet, mais aussi dans l'aptitude des ressources humaines disponibles à effectuer l'objet du contrat de sous-traitance. Nous faisons des audits internes et ces audits internes, c'est pour vérifier que nos conseillers services clients à distance respectent les engagements pris auprès de nos clients. Nous faisons également des audits externes. Là, c'est comme vous le faites actuellement. Nous promenons nos micros chez nos clients pour voir si, est-ce que ce que nous livrons, le delivery, le travail que nous faisons à la fin, cadre avec les engagements pris. Et enfin, nous faisons des audits de certification. Autre pays d'Afrique, même constat. Au Sénégal, pour répondre aux exigences du marché international de l'externalisation, les autorités n'ont pas hésité à modifier le code du travail en supprimant par exemple la distinction sur les tarifs entre le travail de jour et de nuit. Ainsi, les entreprises de téléservices peuvent offrir à leurs clients européens
1 à 2 heures de décalage horaire, et canadien, 5 à 7 heures de décalage horaire. À cela s'ajoute l'environnement des affaires et la compétitivité du Sénégal par rapport aux autres destinations de l'externalisation. Colmi est le premier centre de contact multimédia en Afrique de l'Ouest. On a démarré depuis 2002 avec un opérateur télécom qui voulait aussi accéder à l'excellence. Et raison pour laquelle cet opérateur a choisi Colmi. Et je pense qu'on a travaillé avec cet opérateur pendant plusieurs années. Et les résultats obtenus étaient de très bons résultats. Donc je vois aussi que dans d'autres pays, les centres d'appel commencent à naître. Nous n'hésitons pas déjà à sortir, à aller dans la sous-région, faire des formations, etc. L'appui des États aux entreprises du secteur privé est fortement souhaité par ces opérateurs économiques. D'autre part, la régulation du secteur des TIC à travers la lutte contre la cybercriminalité, la protection des données et des transactions électroniques sont, selon les professionnels du secteur, quelques éléments qui pourraient assurer la sécurisation de ce secteur, tant au Bénin qu'au Sénégal. Puisque c'est un métier spécifique, il faudrait aussi que les gens soient spécialistes dans ce qu'ils ont. Il ne suffit pas seulement d'avoir un centre d'appel, il suffit aussi de savoir gérer un centre d'appel. Et ça, c'est un volet important. Déjà, discuter tout le temps avec l'État, voir les facilités qu'on peut avoir pour garder le plus longtemps possible les jeunes, pour les aider à s'épanouir le temps qu'ils trouvent autre chose. Une grosse charge est immobilisée pour former ce jeune qui, lui, vient, ne connaissant pas le métier. C'est une charge pour l'entreprise elle-même. Et quand vous prenez, moi, mes concurrents qui sont à Dakar, au Maroc, etc., vous avez des dispositifs qui prennent un jeune, qui le forment, mais ce n'est pas la charge de l'entreprise qui l'utilise. Le secteur de l'externalisation connaît certes une véritable évolution. Cependant, il se heurte à un obstacle majeur, celui des ressources humaines qualifiées. Autre difficulté, les infrastructures, notamment la lenteur du débit Internet, l'accessibilité, mais surtout le coût. La mise en œuvre d'une politique d'incitation, la législation sur la propriété intellectuelle en conformité avec les exigences internationales sont quelques ingrédients qui devraient favoriser le développement des téléservices en Afrique. Lucien, que vous inspirent ces cas du Bénin et du Sénégal exposés? Les cas du Bénin et du Sénégal, en fait, mettent en perspective ce que sont aujourd'hui les éléments de la mondialisation productive et surtout l'implication, peut-être de façon marginale, mais quand même réelle, des pays africains. Si on revient au cas central, en fait, des call centers, il y a deux problèmes qu'il faut traiter, en fait. Il y a le problème, en fait, du donneur d'ordre, c'est-à-dire les entreprises occidentales, japonaises, françaises, qui se trouvent en Occident et qui, en fait, déterritorialisent, externalisent, en effet, leur call center vers l'Afrique. Donc, ils ont vu, en fait, dans cette libéralisation, dans cette pratique, un moyen, effectivement, relativement intéressant en matière de maîtrise des coûts. Et puis, il y a le deuxième problème des Africains qui sont en Afrique et qui gèrent, justement, ces call centers, qui sont obligés de former les personnels pour, en effet, pouvoir répondre à la fois au cahier de charges des entreprises occidentales et aux missions qui leur sont données. Le véritable problème, quel est-il? C'est le problème de la connexion et des relations contractuelles à la fois entre les entreprises occidentales et les entreprises africaines. Et puis, derrière cela, il y a le problème des contrats liés au personnel, c'est-à-dire la manière dont ces personnels sont rémunérés. Alors, il faut voir que l'entrée des call centers en Afrique est relativement récente, parce que se posait la question centrale de, il faut le dire, alors certains diront que c'est du racisme, de l'élocution. En effet, on va revenir un peu plus tard sur ce cas particulier. Alors pour les autorités, ces centres représentent une plus-value, notamment dans la lutte contre le chômage. Quel est votre avis, Gratien? C'est une solution provisoire, je dirais, parce que ce n'est pas une solution définitive. On ne peut pas se dire qu'on peut régler le chômage avec le call center. Ces sociétés qui sont des donneurs d'ordre le font au Sénégal, au Bénin, parce que le coût du travail, ils estiment que c'est proche et le coût du travail est aussi bas. Demain, ces sociétés vont tirer sur leurs marges pour avoir amélioré les marges et éventuellement
vont aller vers les autres pays de l'Afrique. C'est-à-dire que ça change beaucoup. Au début, c'était au Maroc et ça passe plus au Niger par rapport aux autres. C'est comme la production. On continue à délocaliser d'un pays à un autre. Le fond de la question, si vraiment on veut régler la question du problème de l'emploi pour les jeunes en Afrique, c'est bien avec ces call centers, on peut les former, on peut former les jeunes, mais aussi si on avait des call centers qui s'orientaient plutôt vers l'Afrique, où les relations entre le donneur d'ordre, le client et le fournisseur sont des relations d'égal à égal, non pas des relations pratiquement où un impose toutes les mesures, l'autre est obligé d'accepter sous peine de perdre le marché. Et aussi, il faut que ce soit des emplois qui respectent la législation. On ne peut pas dire que quelqu'un qui travaille la nuit soit payé comme celui qui a travaillé le jour. Parce que le Canada, au moment où il fait nuit en Afrique, au Canada il fait jour, c'est insensé pour les Africains. Il faut respecter la dignité et aussi le droit. Les Africains ont droit au droit, comme tous les peuples du monde. Justement, comment se passe cette concurrence entre les entreprises locales et étrangères? On voit par exemple que certaines mesures ont été prises, comme la suppression de la distinction entre le travail de jour et de nuit. Oui, c'est une distinction qui, pour l'Afrique, c'est simple. Les gens, ils ont besoin du travail, ils sont payés de la même façon. En fonction du donneur d'ordre, tout dépendra. Et le problème principal, c'est vraiment, est-ce que la société peut, disons, dire, si la société, le donneur d'ordre se trouve au Canada, il va dire, moi je vous demande de faire des appels pendant la journée de chez moi, adaptez-vous et je vous paye la même chose. C'est à ce moment-là où ça pose le vrai problème des négociations entre le client et le fournisseur. Alors l'Afrique de l'Ouest, est-ce un cas particulier? Nadia, on voit que l'Afrique du Nord remporte également un succès. Oui, alors pour ce qui est de l'implantation des centres d'appel en Afrique du Nord, on sent bien, et là je reprends vraiment ce que dit Gratien, on sent bien que les années de gloire sont déjà passées. Le salaire moyen commence à être trop important pour que ces centres d'appel soient compétitifs. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de nomadisme. Les personnes qui font appel à ces centres d'appel choisissent toujours le moins cher et obligent aussi les centres d'appel à embaucher des personnes de plus en plus qualifiées pour justement ne pas se retrouver avec des personnes qui ne savent pas lire des plans, par exemple, de la ville de Paris ou de je ne sais quelle autre ville, qui ont une élocution qui ne soit pas assez bonne et assez compréhensible du client. Donc, à chaque fois, les contraintes en termes de recrutement sont de plus en plus importantes. Donc, à la fois, on recrute des gens très très bien formés, qu'on ne paye pas très cher, pour des postes où le droit du travail est continuellement remis en question. Donc, c'est un peu particulier comme système. Mais c'est vrai que c'est un système en transition et que ce type d'activité-là n'est pas fait pour être pérenne. Et d'ailleurs, les responsables disent eux-mêmes, c'est le temps que ces personnes qu'ils emploient, que leurs salariés, trouvent autre chose. Ils savent très bien que le turnover dans ce type d'activité est extrêmement fort. Une personne qui rentre dans un centre d'appel n'y fait pas carrière. Elle y travaille faute de mieux ou faute de trouver autre chose, en espérant justement en sortir le plus vite possible. Parce que c'est un travail contraignant. Être au téléphone toute la journée avec des gens qui parfois sont un peu agressifs parce qu'on les dérange, et surtout à certaines heures, c'est un travail qui nécessite. Et c'est pour ça que je comprends bien ce salarié qui disait on nous demande d'être calme. Oui, en effet, il faut être très calme pour pouvoir répondre à une personne qui est agressive au bout du fil. Donc c'est vrai que ce type d'emploi a du sens aujourd'hui parce qu'il y a une nécessité, mais clairement, c'est un emploi qui va être amené à évoluer. On voit ce qui s'est passé en Inde, on voit ce qui s'est passé en Chine, on voit ce qui s'est passé dans d'autres pays où les centres d'appel ont commencé en début des années 90. Donc imaginez le retard déjà qu'a pris l'Afrique sur ces centres d'appel-là, sur la structure même du centre d'appel. On voit très bien que ça a évolué vers d'autres choses. Il y a eu d'autres structures, ils sont spécialisés, ils sont devenus plus techniques dans leur emploi, c'est-à-dire qu'on ne demande plus aux gens de répondre au téléphone ou d'appeler les gens pour prendre des rendez-vous commerciaux ou autres, mais on leur demande de répondre à une demande. Ce qui est autre chose. Maintenant, par exemple, en Inde, c'est des techniciens, c'est des gens qui réparent, c'est des gens qui sont capables de répondre à des questions techniques. Et à mon avis, ça va être
plus le centre d'appel va s'inscrire et va être performant, plus il va arriver sur des petites niches spécialisées. Justement, qui doit se charger de la formation de ces téléconseillers, selon vous, Lucien, et sur quel point mettre l'accent ? Je crois que, en fait, les call centers, ceux qui créent des call centers en Afrique, doivent se charger de la formation. Mais bon, nous sommes là dans des domaines privés. Pour reprendre notre débat que nous avons eu hier avec Nadia, dans ce domaine privé, on voit très bien, et là apporte encore de l'eau à mon moulin, il faut que là, la gouvernance institutionnelle, même si on va vers des niches beaucoup plus techniques, beaucoup plus spécialisées, sans se substituer aux acteurs privés, organise le marché. Ça veut dire concrètement, cela veut dire en effet que l'on crée les conditions juridiques des contrats de travail, parce que l'Afrique est engagée dans la mondialisation, elle n'en sortira pas. Donc il ne s'agit pas de reculer, il faut avancer. Donc pour avancer, il faut prendre le taureau par les cornes et regarder comment on peut en effet bâtir en fait un espace technique, économique, de travail fondée sur une réglementation qui ne se substitue pas au secteur privé, mais qui crée un cadre. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il faudrait, en effet, puisque l'Afrique devient la frontière du possible, c'est la potentialité moderne de la mondialisation, que, d'une certaine manière, que ce secteur privé regarde, en effet, comment créer des secteur privé local, hein, j'entends bien, par rapport aux donneurs d'ordre qui sont occidentaux et asiatiques. Comment créer des regroupements? La création des regroupements est un élément important qui permet, un, à la fois de se mobiliser, deux, à la fois d'avoir un attrait en termes de capitaux, une capitalisation forte, et de peser dans les rapports avec les donneurs d'ordre. Mais une chose est sûre, c'est que nous sommes dans des relations marchandes commercial, l'État peut construire en fait un espace, c'est aux acteurs privés de jouer un rôle important, mais ce rôle important ne peut pas se faire sans une gouvernance technique administrative. Nadia, je me tourne vers vous car je vois sourire. Oui, je suis contente de voir que Lucien reprend mes idées, ça me fait plaisir, parce que le rapport de force, c'est exactement mes idées d'hier, mais bon, je suis contente de voir que vous reprenez mes idées, ça me fait plaisir, vraiment, Lucien. Je reprends pas vos idées, j'explique simplement. Mais par contre, vous étiez pour le secteur privé intégral. Moi, j'étais pour la gouvernance. Pas du tout, vraiment, Lucien, pas du tout. Structure l'espace. Pour répondre à votre question, Sandra, voilà, sur la formation. Je continue sur les miennes. Ce qui est intéressant dans le concept même de formation, c'est le côté évolutif de la chose. En effet, la formation est quand même dévolue à la puissance publique. C'est à l'État d'être capable d'adapter, parce que le privé ne peut pas prendre en charge à chaque fois la formation des gens. Ou alors ils vont les former sur des produits spécifiques et des choses qui les concernent eux en particulier. C'est-à-dire que sortis de leur entreprise, il n'y aura plus d'employabilité pour le salarié. Donc il faut permettre aux salariés, aux personnes qui sont formées, de pouvoir être assez formés pour s'adapter à d'autres types d'emplois. Et donc, en ce sens-là, la puissance publique doit se charger de la formation. Maintenant, il y a automatiquement, de toute façon, des formations en interne, et c'est nécessaire sur ce type d'emploi. Lorsqu'une personne arrive dans une entreprise, de fait, l'entreprise la forme sur une activité spécifique. Maintenant, le but du jeu, c'est de rendre le salarié le plus employable possible, quelle que soit l'activité qu'il va faire dans son créneau. Lucien, vous êtes pas d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord. Attendez, quel est, sur le plan de l'analyse économique, le bénéfice que pourrait prendre l'État en formant des gens pour le privé? Non. Ce n'est pas à l'État de s'occuper. Non, attendez, c'est pas l'État de s'occuper de la formation. L'État, je crois qu'on ne se comprend pas sur ce plateau. L'État crée les conditions. Et c'est aux entreprises elles-mêmes, en fonction de leurs produits. Sauf que vous... Mais ça, vraiment, ça me fait plaisir, Lucien, de voir que vous reprenez totalement mes idées à votre compte. Vous refusiez l'hypothèse que l'État, la gouvernance pouvait exister. Et que vous disiez le privé pour le privé. Non, j'ai dit l'État pose des jalons et pose des frontières. On crée un cadre par la gouvernance technique, administrative, les règles. Ensuite, une fois que ce cadre est créé, c'est aux entreprises en fonction de leurs besoins. Ils ne peuvent pas fonctionner en l'air, ils fonctionnent dans un cadre. S'ils ne peuvent pas fonctionner dans un cadre, mais ils ne restent pas dans un pays africain. Gratien, votre avis. Les entreprises sont là pour faire les affaires. Elles ne sont pas là pour former les générations ou dans des secteurs, disons,
prometteurs de la technologie de demain. C'est à l'État d'organiser la formation, c'est à l'État bien sûr de demander la participation sous forme en imposant avec des lois, des cotisations des entreprises, et c'est l'État qui organise. Il peut y avoir des privés dans le secteur de la formation, mais c'est à l'État de dire, c'est l'État qui prévoit si dans 2 ans il y aura tel genre de société, qu'il y aura telle technologie, c'est à l'État de former pour qu'on ne demande pas aux entreprises en même temps d'embaucher et en même temps de former. Il y a la formation en interne dans toutes les sociétés, on le sait, quand il y a de nouveaux entrants, on les forme. Les sociétés les forment, mais les forment juste à leur entreprise. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très, très spécialisé, c'est dans le domaine technique. Mais d'une manière générale, au niveau de la technologie, même au niveau de ces centres d'appel, comme on sait bien que c'est un domaine qui change, l'État les forme. Et si jamais, après, il n'y a plus ces centres d'appel, l'État reprend dans des formations continues pour les orienter vers d'autres secteurs qui sont porteurs d'emploi. C'est de cette façon-là qu'il peut y avoir l'employabilité des jeunes. Non, je ne suis pas d'accord avec. Rapidement, regardez cette chaîne sur laquelle nous sommes, Africa 24. Africa 24, effectivement, a un management qui forme ses personnels. Africa 24 est installé dans les différents pays, reste dans la réglementation que fixent ces pays. Et Africa 24 forme ses personnels. Mais pourquoi Africa 24 forme ses personnels? Parce que Africa 24 est dans une législation. Africa 24 n'agit pas en l'air, comme ça, de façon comme ça, oisive. Mais les journalistes sont formés par des écoles. Mais oui, les écoles mises en place par Africa 24. Or, si on écoute ce que dit notre ami Gratien, ce serait à l'État. Alors Africa 24 aurait ramé. Merci messieurs, dames. Vous poursuivez cette conversation hors antenne. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Élection présidentielle algérienne. Les électeurs ont commencé à voter ce mercredi. L'absence du président et candidat Abdelaziz Bouteflika tout au long de la campagne électorale aura été au cœur des discussions. Alors que la majorité se veut rassurante, l'opposition dénonce déjà des fraudes électorales. Et puis fin du mouvement des syndicats ce mardi au Bénin. 4 des 6 organisations syndicales ont suspendu leur grève entamée le 7 janvier dernier. Elles réclamaient entre autres de meilleures conditions de vie et de travail. Ansel Mamoussou, un représentant syndical, souligne une avancée significative dans les discussions avec le gouvernement. L'Africa Newsroom continue après la pause. À suivre notre volet économique. À tout de suite.